Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce JT, nous verrons tout d'abord comment l'Université d'Angers sensibilise les étudiants au danger de l'alcool. Nous vous proposerons par ailleurs une rencontre avec Pierre Jean, un membre du collectif de soutien aux demandeurs d'asile. Il nous expliquera en particulier pourquoi il a domicilié chez lui près de 200 demandeurs d'asile. Enfin, nous accueillerons pour conclure ce journal Stéphane Martinez, le président de la Fondation Mécène-et-Loire, et nous ouvrirons avec lui le dossier du mécénat d'entreprise. Mais avant de développer ces titres, je vous propose tout d'abord de découvrir ces images du centre de maintenance du tramway qui a été officiellement inauguré en tout début de soirée. Cet équipement, dessiné par l'architecte angevin Frédéric Roland, servira de site d'entretien et de dépôt pour les 17 rames de tramway que comptera l'agglomération angevine. Des bus de la Cotra stationneront également prochainement sur place lorsqu'ils ne seront pas en service. Le chantier de construction de ce centre aura duré près de 2 ans. Nous vous proposerons un dossier complet sur cet équipement dans notre édition de demain soir. Depuis plusieurs mois déjà, plusieurs rues du centre-ville d'Angers sont le théâtre d'un chahut ambiant provoqué parfois par les soirées étudiantes. Pour faire face à ce problème de forte alcoolisation chez certains jeunes, l'Université d'Angers organise des journées de prévention. Et c'était notamment le cas ce matin à la faculté de lettres de Belleveille à Angers, où s'est rendu pour nous Olivier Molia. Mise en danger de sa propre santé, accident de la route, actes violents, les risques liés à une consommation excessive d'alcool peuvent être lourds de conséquences. Et lorsqu'on est étudiant, les occasions d'organiser une soirée bien arrosée ne manquent pas. Pour sensibiliser les jeunes au danger de l'alcool, l'Université d'Angers organise donc des journées de prévention. On s'est réunis avec l'association de la prévention routière, le service de médecine préventive de l'Université d'Angers et l'association Intercampus pour mettre en place différents ateliers autour de comment réduire les risques quand on est dans une soirée étudiante ou quand on se prépare à partir en soirée. Aujourd'hui, les étudiants de la fac de lettres de Belleveille ont pu mesurer l'évolution de leur alcoolémie au cours du temps, tester leur réactivité au volant ou encore simuler un taux d'alcoolémie élevé à l'aide de lunettes. Des lunettes qui rétrécissent le champ de vision et la perception des distances. On a voulu par ce parcours où en fait il y a des petits obstacles, il y a des choses à contourner, essayer de représenter un petit peu le trajet pour rentrer à son appartement avec des bordures de trottoir, des routes à traverser. Une des causes qui engendre cette forte alcoolisation est souvent la mauvaise évaluation du nombre de doses d'alcool versées dans un même verre. Là encore, éprouvette graduée à l'appui, le test permet de faire prendre conscience des dangers encourus. C'est important, il faut absolument miser sur la prévention, parce que perdre son permis quand on est jeune, c'est un peu chiant, ou perdre des amis, ça peut être encore plus grave. Entre amis, par exemple, nous, on va faire très attention. On sait très bien que quand on boit, on va pas conduire, on dort chez la personne, mais il y en a qui prennent leur voiture assez facilement et c'est dommage. L'alcoolisme dans le monde étudiant est une question de santé majeure. Une étude démontre que 20% des gros buveurs à l'université continuent de connaître des addictions à l'alcool une fois entrés dans la vie adulte. C'est la dernière polémique en date entre majorité et opposition au sein du Conseil régional des Pays de la Loire. L'opposition reproche en effet à la majorité d'avoir lancé une campagne d'affichage incitant les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre pour pouvoir participer aux élections de mars prochain. Selon l'opposition, les slogans du type « Pour mon lycée, je compte sur ma région » sont clairement orientés et sont, je cite, de la propagande. C'est une date à retenir si vous êtes des amateurs de course à pied. Le 30 mai prochain, une nouvelle épreuve intitulée Tout Angers court sera organisée et pourrait emprunter la voie des Berges au pied du château. Une demande a été faite dans ce sens auprès du Conseil général de Maine-et-Loire qui est chargé de la gestion de cet axe routier. Au début de ce mois, nous avons diffusé sur notre antenne un numéro du magazine C'est-à-dire consacré au dossier des demandeurs d'asile à Angers. Lors de cette émission, des intervenants ont évoqué l'action des membres d'un collectif de soutien qui domicilie chez eux de très nombreux demandeurs d'asile. Pour les intervenants présents sur notre plateau, cette attitude n'est pas responsable. L'un des membres du collectif a souhaité réagir à ces propos. Nous avons profité de notre côté de cette divergence de vues pour réaliser un reportage consacré à la domiciliation de ces demandeurs d'asile. Voici ce reportage signé Marie Coulon, Olivier Molia et Lisa Beauval.
Depuis 6 mois, Pierre-Jean et les membres de son collectif créent la polémique. Ils ont choisi de domicilier eux-mêmes les demandeurs d'asile qui ne peuvent plus l'être par espace accueil, victimes d'un engorgement. Mais concrètement, la domiciliation, qu'est-ce que c'est ? Pour obtenir le statut de demandeur d'asile, un réfugié qui arrive sur le sol français doit d'abord justifier auprès des autorités françaises qu'il n'a pas fait la même demande dans d'autres pays de l'Union européenne. S'il est en règle, il obtient une APS, une autorisation provisoire de séjour, et par la même occasion des droits comme la couverture maladie universelle. Son dossier est ensuite envoyé à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui étudie la demande. Mais attention, il y a une condition, que le demandeur d'asile fournisse une adresse pour pouvoir correspondre avec lui par courrier. Sans cette domiciliation, son dossier n'est pas traité, il reste un sans-papier expulsable à tout moment. C'est pour cela que Pierre-Jean prête sa propre adresse à plus de 190 personnes. Si on n'avait pas domicilié, eh bien, il n'y aurait que des sans-papiers ici. Il n'y aurait même pas de demandeurs d'asile. C'est une bonne façon pour M. Besson et le gouvernement de se débarrasser du problème des demandeurs d'asile. Au cours d'une émission consacrée aux demandeurs d'asile diffusée sur Angers 7, les responsables locaux en charge de ce dossier ont unanimement condamné cette initiative. Ils dénoncent l'organisation d'une plateforme sauvage d'accueil inadéquate pour les bénéficiaires. Moi, les gens arrivent, nous les accueillons, point. Nous respectons les conventions. Pour une fois, dirais-je que je suis du côté de la loi, ils ont des besoins eux aussi. Et donc ces besoins, l'État français doit les assurer, doit les assumer. Ça, c'est les conventions internationales. Dans la région, Pierre-Jean n'est pas le seul à domicilier des demandeurs d'asile. Plusieurs facteurs de fortune ont aussi pris le relais d'institutions qui ne peuvent plus faire face à un afflux massif de migrants. C'est une des séries de bandes dessinées dont on parle le plus actuellement. Jean-Luc Marcastel, originaire d'Aurillac, et l'angevin Jean-Mathias Xavier, les auteurs de Louis le Gallou, étaient aujourd'hui en dédicace à la Sadelle à Angers. Cette série de 5 tomes se décline comme un roman de fantaisie qui capture littéralement l'attention du lecteur. Ces deux auteurs seront de nouveau demain en dédicace, cette fois-ci à la FNAC d'Angers, entre 10 et 19 h. Pour conclure cette édition, je vous propose maintenant de nous intéresser au mécénat. Stéphane Martinez, bonsoir. Vous êtes le président de la Fondation Mécène-et-Loire qui compte 24 entreprises. Quelle est votre définition à vous du mécénat ? Bonsoir. La définition du mécénat est relativement vaste, mais le premier point, je pense qu'on peut parler de désintéressement avant tout. Donc une entreprise, un particulier qui va mécéner, va participer à la création d'une œuvre, d'un festival ou quelque chose comme ça, de façon totalement désintéressée. Qu'est-ce qui différencie le mécénat du parrainage ou du sponsoring ? Oh, la différence l'écart est assez large. Lorsqu'on mécène, le désintéressement est au centre de tout. Lorsqu'on fait du sponsoring, l'objectif est avant tout publicitaire. Pour argumenter, je mets 10 dans du sponsoring, je veux récupérer 100. Le mécénat, c'est pas le cas, au contraire. Bon, on rappelle que Mécène-et-Loire, c'est une initiative purement angevine et quasiment unique en France, puisqu'on s'engage notamment pour les 24 entreprises qui font partie de cette fondation sur une durée assez longue, 5 ans. Oui, c'est la durée d'engagement d'une fondation, puisqu'une fondation a une durée de vie limitée et c'est régi par la loi. Donc les membres fondateurs sont inscrits sur les statuts et s'engagent pour une durée de vie de 5 ans. Donc c'est vraiment pour répondre à la première question, quelque chose d'unique, puisque la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire a initié cette fondation et a été la première à le faire en France. Alors c'est plus tout à fait le cas, puisque la CCI de Perpignan nous a un petit peu, pas copié parce qu'on le souhaitait, suivi dans ce cadre. Et normalement doit créer sa fondation mécène catalan de très très prochainement. Alors cet après-midi, et c'est ce qui explique votre présence sur notre plateau ce soir, vous avez expliqué votre démarche lors d'une rencontre qui s'est déroulée au Théâtre du Quai. Quel était l'objectif de ce rendez-vous ? Alors l'objectif, pour une fois, était original, puisqu'on a souvent l'habitude, nous, chefs d'entreprise, de s'adresser à des chefs d'entreprise. Là, le but d'Ancre, c'était que le mécénat soit expliqué aux porteurs de projets. Et l'expérience de chefs d'entreprise et de notre fondation était au centre un peu de cette organisation. Ce qui veut dire que, face à vous, pour vous écouter cet après-midi, il y avait notamment des comédiens, des artistes de façon générale qui se disent il y a peut-être là une source de
de financement possible pour l'une de mes créations, par exemple. Oui, tout à fait, c'est ça. Des porteurs de projets, des comédiens, des artistes qui cherchent pour développer leur art du financement. Alors on parle souvent de retrait de l'État sur tel ou tel dossier. La loi sur le mécénat est très incitative pour les entreprises et donc on prend allègrement le relais de l'État sur ce domaine-là. Et la difficulté pour les porteurs de projets, c'est de s'adresser à des chefs d'entreprise. Ils ne connaissent pas et souvent ont un petit... Il y a parfois des barrières. Voilà, mais le but c'est un peu de lever ce type de barrière. Bon, alors on va montrer à nos téléspectateurs un exemple concret d'une opération que vous avez financée ou cofinancée. Il s'agit de la passerelle qui est installée depuis quelque temps déjà au château d'Angers et qui sera malheureusement, certains disent, démontée au début de cette année. Ça, c'est, j'allais dire, la vitrine de l'action de Mécène-et-Loire. Hein. Oui, entre autres, puisqu'on avait aussi financé les 60 ans de cinéma de Jeanne Moreau des Nôtres Créations. Plutôt que de le faire à Cannes, elle avait choisi de le faire à Angers. Oui, ça c'était une action relativement forte, puisque le château est quand même un emblème symbolique d'Angers et de sa région, de l'Anjou en général. Et le projet que l'on a financé sur 2 ans nous intéressait par sa partie éphémère aussi. On aurait peut-être eu du mal à s'inscrire plus longtemps sur si la passerelle originelle avait été reconstruite, mais le Gérard Sislik, l'administrateur du château à l'époque, nous avait vraiment fait ce projet et il souhaitait le financer et que ce soit un exemple pour le mécénat. Bon. Donc la fondation avait participé, mais pas toute seule. Alors il nous reste 1 minute à passer ensemble. Je voudrais qu'on parle rapidement d'une bourse de 45 000 € qui va certainement susciter des convoitises. On va en même temps faire apparaître le site internet et le téléphone de la Fondation Mécène-et-Loire. En quelques mots, quelle est la vocation de cette bourse? Je crois d'ailleurs que c'est un architecte angevin, Frédéric Roland, dont on a parlé au début de ce JT, qui est à l'origine de cette initiative. Exactement. Lors d'une réunion, il trouvait qu'on apportait notre soutien à des projets tout ficelés et que peut-être que nous, Fondation innovante, on aurait peut-être pu participer à une œuvre, à une création. Et donc, on a créé une bourse dotée de 45 000 € pour le gagnant pour réaliser son œuvre sur le thème art, innovation, économie en Anjou. Donc c'est une bourse qui est dédiée aux moins de 35 ans, puisqu'on voulait quand même que ce soit plutôt pour des artistes en devenir. Et qui doit servir à créer quelque chose sur ce thème-là. Alors le thème est dur, mais les artistes doivent pouvoir trouver quand même. Ben oui, ils ont de l'imagination. Exactement. Merci en tout cas Stéphane Martinez d'avoir été notre invité sur ce plateau. On se retrouve quant à nous demain pour de nouvelles infos. À très bientôt.